Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 4 février, je vous propose tout d'abord de nous intéresser aux résultats officiels des élections qui se sont récemment déroulées dans l'archipel du Vanuatu. Nous resterons ensuite dans le Pacifique pour revenir sur l'établissement aux îles Marshall d'une vaste zone marine protégée de 48 000 km et nous reviendrons également sur les tensions en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud où une étude suggère l'augmentation du taux d'obésité chez les jeunes adultes. Les résultats officiels des élections législatives anticipées au Vanuatu ont été annoncés mercredi dernier à la télévision publique après l'organisation du scrutin au début du mois de janvier. C'est le parti des dirigeants qui est en tête avec 9 de ses candidats élus députés sur les 52 sièges du Parlement monocaméral de l'archipel. A notamment été élu dans la circonscription de Port Vila son président Jotam Napat, ex-vice-premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères. Arrive en seconde position le Vanuatu Party avec 7 sièges dont le président Johnny Koanapo Rasu, tandis que l'Union des partis modérés avec son président Ishmael Kasakau, le groupe Iauco et le Parti du développement rural ont quant à eux obtenu 6 sièges chacun. Au total, 12 partis ont obtenu des sièges, dont 5 ont seulement remporté un siège, et dont les députés devront donc s'affilier avec un plus grand parti, en accord avec la nouvelle législation visant à favoriser la stabilité au sein du Parlement et du gouvernement. Notons qu'une seule femme a réussi à être élue, il s'agit de Marie-Louise Paulette Milne, une des 7 femmes candidates de cette élection, qui comptait 216 candidats au total. Cette dernière a gagné de justesse avec une marge de 30 voix contre son adversaire Tony George Yassias Aili dans la circonscription de Port Vila, capitale du pays qui compte 5 sièges de députés. Cette ex-adjointe au maire de Port Vila s'était présentée sous la bannière du Parti de la Confédération verte aux côtés de son mari, l'ex-premier ministre Moana Kalosil, qui a fait 2 ans de prison pour corruption et qui a échoué à être élu dans la circonscription d'Efate. Notons que le Parlement du Vanuatu comprend 52 sièges pourvus pour 4 ans, avec 1 à 7 sièges pour chacune des 18 circonscriptions. Après les élections législatives, les nouveaux députés doivent choisir un nouveau Premier ministre ou bien renouveler leur confiance dans le Premier ministre sortant, mais ces élections étaient des élections anticipées et se sont tenues suite à la dissolution du Parlement par le président le 18 novembre dernier, alors que le gouvernement était visé par une double motion de censure. Les discussions sont en réalité en cours depuis plusieurs semaines et les présidents de 5 partis ont signé lundi dernier un accord en vue de former le prochain gouvernement. Il s'agit de Jotam Napat du Parti des dirigeants, de Johnny Koanapo du Vanuatu Party, de Charlotte Salwai du Mouvement de réunification pour le changement, de Ralph Revenganau du Grao Mo Justice Party et de Markati du groupe Iauco. Si l'accord se maintient d'ici le vote de l'élection du Premier ministre au Parlement, les 5 partis regrouperont à eux seuls 32 des 52 sièges au sein du Parlement, soit une majorité confortable pour former un gouvernement. L'archipel des îles Marshall a déclaré une zone marine protégée de 48 000 km² comprenant 2 atolls reculés de l'archipel, Nikar et Bokak, ainsi que leurs eaux environnantes. Cette immense zone, qui est devenue la première zone marine protégée du pays, sera désormais protégée de la pêche afin de préserver sa riche biodiversité, composée notamment d'eau transparente, de récifs coralliens en bonne santé et de multiples espèces de poissons, de crustacés et même de requins. L'équipe scientifique Pristine Seas de la Société National Geographic, qui s'est rendue dans la zone en 2023, avait pu observer sur place une colonie de nids de tortues vertes et d'oiseaux marins, ainsi qu'une forte concentration de poissons rares. Les scientifiques avaient aussi indiqué qu'il s'agissait de la zone avec la plus forte densité de palourdes géantes et de la plus forte couverture de corail dans le Pacifique Ouest et dans le centre du Pacifique. La présidente de l'archipel, Hilda Hein, a déclaré que l'économie et l'identité culturelle des îles Marshall reposaient sur la santé de l'océan, affirmant, je cite, que le seul moyen de continuer à bénéficier des trésors de l'océan était de le protéger.
La chef de l'État a également indiqué que le pays pourrait déclarer d'autres zones marines comme protégées, indiquant que ce premier sanctuaire marin du pays ne serait certainement pas le dernier. Cité par le service pacifique de Radio New Zealand, le directeur de l'autorité des ressources marines des îles Marshall, Glenn Joseph, a déclaré que dans un contexte mondial de dégradation de l'océan, les îles Marshall étaient capables de faire leur part en reconnaissant que la protection de l'océan et la production de nourriture n'étaient pas incompatibles. Le responsable a également affirmé que la protection de zones dotées d'une forte biodiversité bénéficierait aux communautés locales qui dépendent du poisson ainsi qu'à d'autres aspects de l'environnement. De nouvelles vidéos publiées par les gardes-côtes philippins montrent des navires de garde-côtes chinois en mer de Chine méridionale dans la zone économique exclusive philippine au large de la côte ouest de Luçon. Les garde-côtes philippins ont indiqué que plusieurs bateaux chinois avaient été identifiés près du récif de Scarborough, aussi connu aux Philippines sous le nom de Bajo de Masinloc, un récif qui concentre beaucoup de tensions entre Pékin et Manille. Revendiqué par Pékin, le récif est situé à 125 miles nautiques de l'île de Luçon, la plus grande île de l'archipel philippin, et est une zone de pêche traditionnelle pour les pêcheurs philippins. Dimanche également, 2 autres bateaux de la garde côtière chinoise ont été aperçus au large de la côte de Pangasinan, à environ 34 miles nautiques de la côte. Les gardes-côtes philippins ont déclaré être engagés pour prévenir la normalisation du déploiement illégal de la République populaire de Chine de forces maritimes dans la région, ajoutant qu'un navire philippin était déployé pour, je cite, « défier activement la présence du navire de garde-côte chinois 5901, surnommé le Monstre ». Car ce navire chinois n'est ni plus ni moins le plus gros navire de garde-côte au monde et se trouvait alors à 117 miles nautiques de la côte philippine. Notons que ces tensions ne sont pas nouvelles et que le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a ratifié en novembre 2024 2 lois visant à réaffirmer les revendications territoriales des Philippines en mer de Chine méridionale. L'entrée en vigueur de ces 2 textes est venue notamment déclarer les zones maritimes des Philippines en accord avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 afin de restreindre l'accès des navires étrangers à des voies désignées. Notons que Pékin a rejeté le jugement de 2016 de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en faveur de la position philippine en mer de Chine méridionale, mer sur laquelle la Chine revendique sa souveraineté. Les lois philippines incluent le récif de Scarborough et les îles Spratly dans les eaux philippines, tandis que la Chine a publié les coordonnées de 16 points entourant le récif de Scarborough, appelé en chinois Huangyan. Pékin affirme que le récif a toujours fait partie du territoire chinois et que la nouvelle loi philippine empiète sévèrement sur les droits et la souveraineté territoriale de la Chine en mer de Chine méridionale. Le quotidien sud-coréen Korea Herald a rapporté les résultats d'une étude sur le taux d'obésité chez les jeunes adultes, une étude menée par les professeurs Lee Young-ho et Kim Sung-hee du Wonkong University Sanbon Hospital, menée sur 3609 personnes âgées entre 19 et 39 ans entre 2019 et 2021. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Korean Journal of Family Medicine en décembre dernier et suggèrent que l'obésité a gagné du terrain dans le pays à une vitesse plus importante chez la catégorie des jeunes adultes. Ainsi, 32,2% des Sud-Coréens dans la trentaine étaient obèses en 2009 contre 39,6% en 2019. L'étude indique que 45,4% des hommes sont obèses, avec 29,2% d'entre eux qui montrent des symptômes de prédiabète et 31,1% d'entre eux qui font de l'hypertension, alors que ces taux sont nettement moins élevés chez les femmes qui sont 20,5% à être obèses, 17,7% à montrer des signes de prédiabète et 12,5% à faire de l'hypertension. L'étude suggère que le stress est un des facteurs les plus importants pour les 2 sexes, le stress pouvant impacter le métabolisme, favoriser le stockage des graisses, impacter le sommeil ou encore mener à des comportements alimentaires néfastes. Il semble aussi que pour les femmes, le chômage et les difficultés économiques soient les facteurs à risque importants menant à l'obésité, tandis qu'il s'agit plutôt de la consommation d'alcool et de tabac ainsi que du statut marital pour les hommes. Mais le quotidien Korea Herald rappelle que les résultats de l'étude sont à temporiser puisque l'obésité est identifiée en Corée du Sud avec un IMC, un indice de masse corporelle, à partir de 25, tandis que le standard international fixe l'obésité à un IMC de 30 et plus, les IMC de 25 et 30 étant plutôt considérés comme du surpoids.
Certains médecins estiment que la différence de standard entre la Corée du Sud et le reste du monde reste pertinente puisque des études suggèrent que les risques de santé liés au surpoids augmentent de manière significative chez les personnes est-asiatiques dont l'IMC est de 25 ou plus. Quoi qu'il en soit, l'Agence coréenne de prévention et de contrôle des maladies recensait 34,6% d'obèses dans le pays en 2019 contre 37,1% en 2021. Les chiffres, qu'ils soient liés au surpoids ou à l'obésité, connaissent donc une augmentation certaine et les hommes sont les plus touchés. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.